Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être dans BFM Politique, le rendez-vous d'actualité du dimanche en partenariat avec La Tribune Dimanche. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Mathieu Croissando, éditorialiste politique à BFM TV. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et Bruno Jeudi, directeur délégué de La Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour Amandine, bonsoir Monsieur Corbière. Bonjour. Corbière. Et bonjour à tous qui nous regardez. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs participer à cette émission depuis chez vous. C'est très simple, vous scannez le QR code qui s'affiche ici à l'écran, vous envoyez vos questions et je les relayerai auprès d'Alexis Corbière. On a beaucoup de questions à vous poser à l'aube de cette semaine cruciale avec demain le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive à l'Assemblée nationale avec probablement à l'issue un 49.3 pour Michel Barnier. Marine Le Pen menace de voter la censure dès cette semaine qui vient et reste ambiguë ce matin dans La Tribune Dimanche puisqu'elle dit que la censure n'est cela dit pas inéluctable. Alors Alexis Corbière, qui va remporter ce bras de fer, Michel Barnier ou Marine Le Pen ? Bon, ça on verra, et Madame Le Pen est en train d'entretenir un suspense. Mais avouez, enfin vous avez décrit la situation assez justement, mais avouez que c'est tout de même à rebours, c'est mon interprétation du moins, de ce qui s'est passé aux élections de juin 2024. Le président de la République a fait le choix, on ne l'avait pas poussé pour faire ça, de dire je redonne la parole à nos concitoyens pour savoir un peu quelle est la photographie du pays. Il me semble que ce qui est assez net, bien sûr, l'extrême droite est là, mais qu'il y a eu, à l'occasion du second tour notamment, ce qu'on va appeler un désistement pour faire barrage à l'extrême droite. Et en plus, la force politique qui arrive en tête dans ces trois pôles que constitue la vie politique française, c'est le nouveau Front populaire. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est parce que ce que je suis en train de dire, c'est que le Rassemblement national prend toute la place aujourd'hui, c'est ça, dans les discussions. La grande leçon, moi, que j'ai tirée, c'est que les Français, tout de même, ont fait parfois des votes même un peu baroques. Moi, je suis un homme de gauche, votant même parfois pour des macronistes pour éviter que ce soit le Rassemblement national qui soit maître du jeu, arbitre de la suite. Le président de la République a tiré comme conclusion de choisir comme Premier ministre, j'attaque pas l'homme, mais Michel Barnier, qui est associé à une famille politique qui a fait 6% des voix à l'occasion des élections législatives, qui compose un gouvernement dont il est en train, et qu'il se met dans la main de Madame Le Pen, qui évidemment joue là-dedans, un peu comme au Malax, une balle pour se décontracter, elle a quelques stress judiciaires, et nous amène à dire que va faire Madame Le Pen. Moi, j'ai pas la réponse de ce que fait Madame Le Pen. Je sais des choses, mais pas ce que pense l'extrême droite. On pourrait vous renvoyer assez aisément qu'en fait, c'est peut-être parce que vous avez eu du côté de la gauche une stratégie trop évidente, puisque vous avez dit dès le début, nous, on va censurer. Là où Marine Le Pen a laissé planer en effet ce suspense qui lui permet aujourd'hui d'avoir des concessions là où vous êtes spectateur du jeu. Moi, on ne va pas reprocher à un opposant de s'opposer. Pourquoi ? Je ne suis pas pavlovien. Le problème de ce budget, c'est que c'est un budget qui a des conséquences dans la vie, pour vous, pour moi, pour notre public, que je n'accepte pas. C'est un budget qui a prévu 40 milliards, notamment, de réduction de dépenses publiques. Je ne l'accepte pas. On parle du PLFSS, c'est un budget qui prévoit que le reste à charge pour les gens, quand ils ont des médicaments, quand ils achètent des médicaments, va être plus important. Je ne l'accepte pas. Je veux dire, les gens, parce que je vois bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui, et ça n'est pas la direction qu'il faut prendre. Je voudrais souligner combien nous avons été positifs à l'occasion nous, c'est le nouveau Front populaire, à l'occasion du débat sur le budget. On a fait des propositions, on a même trouvé des majorités, certes avec une autre cohérence, qui est laquelle ? Que je ne veux pas que ce soit vous ou ceux qui nous regardent. Et avec 35 milliards d'euros en plus d'impôts, ce que le gouvernement ne souhaitait absolument pas. Oui, parce que la question, c'est pas... faut pas dire des slogans on paie trop d'impôts. La question, c'est qui paye des impôts ? Je considère, je suis d'une famille intellectuelle qui considère qu'il y a dans ce pays des gens qui en payent trop, des gens modestes, et qu'il y a des gens qui n'en payent pas assez, ceux qui ont accumulé des richesses insolentes. Sachez que depuis 2020, les principaux milliardaires de ce pays ont vu leur fortune augmenter de 59%. On peut se dire que ceux qui ont accumuler autant de richesses, par exemple, devraient être davantage sollicités. Je caricature, mais c'est un peu piquant. Je comprends le sens de votre question, de me dire, alors, monsieur Corbière, c'est votre faute si vous n'acceptez pas un budget de régression. Je termine sur une chose. Je suis l'élu de la ville de Montreuil et Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de besoins. Concrètement, le budget aux collectivités locales, là je vais faire je mets la casquette de celui qui défend les collectivités locales, veut dire comme une ville comme Montreuil, qui est une ville dans laquelle il y a des problèmes sociaux, on a 6,2 millions en moins dans le budget. C'est-à-dire que tout l'investissement qui est prévu par le maire de Montreuil, Patrice Bessac, ne pourra pas avoir lieu, notamment la construction d'une école dans un quartier qui en a besoin. Pardon, à l'arrivée, moi je dis non et je censure, c'est la logique des choses. Alors pour amadouer Marine Le Pen, le Premier ministre a fait des gestes, il y en a un qui concerne directement le quotidien des Français, c'est la baisse des factures de l'électricité qui devrait se monter à 14% et non pas à 9% comme le prévoyait initialement le budget. Alors une partie de la baisse est due à l'évolution du marché, on le sait, ça n'empêche pas un certain nombre de taxes d'augmenter, mais 14% en moins sur les factures, c'est quand même un geste conséquent, non, pour le pouvoir d'achat des Français.
vous me corrigez si j'ai une bêtise, la forte augmentation qui était prévue n'aura pas lieu aussi violemment que prévu, même si c'est la TICFE la taxe qui aura quand même mieux. sur la Et je dis aux Français qui écoutent, ça va quand même augmenter. Ça va quand même augmenter. Mais au final, sur les factures, j'entends bien, le Premier ministre, ça si... baisse de 14%. Oui, mais c'est comme si je vous disais, et ne le prenez pas comme agressive de ma part, je vais vous dire, monsieur Croissant d'eau, je vais vous mettre 3 gifles, et qu'à la fin, je vous dis, bon, je vous en mets qu'une, vous trouverez ça insupportable. Je veux dire, on dit aux Français, ça va fortement augmenter, ça augmente un peu moins que prévu. Je me félicite que monsieur Barnier recule. Je rappelle que le NFP avait proposé des amendements allant dans ce sens. Et je vois bien que c'est Marine Le Pen qui l'obtient. Voilà. Vous voyez à quoi on en est arrivé. Est-ce que le Rassemblement national défend mieux les classes populaires que vous ? Alors, c'est le danger. C'est-à-dire que si le danger de la mise en scène de M. Barnier, que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, si aujourd'hui, quand dans cette espèce de tango qui se danse à deux entre M. Barnier et Mme Le Pen, dont je ne sais pas quelle sera la finalité à la fin, peut-être qu'il y en a un qui marchera sur le pied de l'autre, mais si c'est pour dire celle qui pèse, quand il y a des mesures sociales qui sont prises, que j'écoute, c'est l'extrême droite, alors que nous avons mené ce combat, politiquement, le message qu'on envoie au pays n'est pas bon. Je rappelle, je ne veux pas fuir la discussion, mais que notamment M. Macron, s'il est élu président de la République au second tour, c'est parce qu'il y a des gens qui votent pour M. Macron pour faire barrage à Mme Le Pen. À tel point qu'au soir de son élection, il dit « Je sais que je n'ai pas été élu pour mon programme pour faire barrage à l'extrême droite ». Je fais sans doute, je ne vais pas révéler tous mes votes, partie des couillons qui votent pour M. Macron au second tour pour ne pas que Mme Le Pen gagne. Si à l'arrivée, on se retrouve avec un homme qui nomme un Premier ministre et qui non seulement prévoit des choses qui sont de régression sociale, mais qui en plus met en valeur l'extrême droite, on a quelque chose qui est dangereux sur le plan politique. Vous aussi, vous souhaitez cette suppression des taxes, ou du moins hausse moins que prévu des taxes sur l'électricité. Vous vous êtes battu pour à gauche. Certes. Alors pourquoi est-ce que c'est Marine Le Pen qui, comme le dit Mathieu, apparaît aujourd'hui comme la meilleure défenseuse des classes populaires? Parce que M. Barnier a fait le choix d'avoir un dialogue avec elle. Il n'avance pas que là-dessus. Il dit qu'il va discuter de la baisse de l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État, pour faire croire aux Français que dans ce pays, il y aurait une gabegie parce que les gens en situation irrégulière seraient soignés. Justement, ce qui, du point de vue, je rappelle là-dessus. Monsieur Corbière, parce que là, vous dites donc c'est le mécanisme de prise en charge des soins urgents pour les personnes en situation irrégulière. Michel Barnier fait un geste vis-à-vis du RN sur cette une victoire idéologique supplémentaire, sensiblement leur prise en charge. Est-ce que c'est vraiment une concession faite au RN quand on sait que la droite est pour, qu'une partie des macronistes est pour, et qu'un rapport écrit par 2 personnalités, Monsieur Stefanini, Monsieur Stefanini, qui connaît le sujet, Monsieur Evin, ancien ministre de la Santé, socialiste, disaient eux-mêmes qu'il fallait resserrer le panier de soins dans une situation budgétaire compliquée comme la France. Est-ce que c'est pas finalement, ça fait pas partie des gestes qui peuvent être acceptés? Vous êtes trop intelligent, monsieur Jeudi, vous me tendez la perche, mais sur le fond, vous savez très bien que c'est un sujet répété en permanence par l'extrême droite, qui consiste à dire et à faire croire que dans ce pays, quand on arrive, immédiatement, c'est un pays de cocagne, même si on est en situation irrégulière, ils avaient même raconté qu'on allait rembourser de la chirurgie esthétique. C'est totalement faux. Ils racontent n'importe quoi. Je parle pas de ça. J'ai bien compris, mais la petite musique qu'on fait entendre quand on dit qu'on cherche des économies budgétaires, de dire qu'en gros, on va moins soigner les gens en situation irrégulière, moi je le défends pas seulement par position humaniste, et c'est le cas comme position humaniste, mais aussi pour l'intérêt général. Il vaut mieux que les gens sur le territoire national soient soignés plutôt qu'ils soient porteurs de microbes, parce que tout le monde, même ceux qui votent Rassemblement national, en subiront les conséquences. Donc c'est pas c'est de la générosité, ou du moins une certaine idée de la République, mais c'est aussi une mesure d'intérêt général. Mais entre nous, on a bien compris que, ou alors je suis un crétin, mais il y a une petite musique que joue M. Barnier qui consiste à dire Madame Le Pen et dirigeants du RN, je vous écoute, je trouve les mots. On voit bien que c'est ça l'ambiance générale. Il se déshonore en faisant ça? On va pas mettre de morale là-dedans. Moi, écoutez, pendant l'heure qu'on va passer ensemble, moi je ne souhaite pas la victoire de l'extrême droite. Donc ça me pose un problème. Maintenant, mais est-ce que vous appelez, pour être clair, les députés du RN? Il aurait très bien pu se tourner vers, pourquoi pas, le nouveau Front populaire en disant « je vais abroger la réforme des retraites ». Il aurait pu vouloir engager un dialogue sur certains points. Il nous aurait mis un petit peu plus en difficulté, si je puis dire. Rien, il lâche rien. Ou alors, il y a quelques cuillères de miel dans un énorme bidon de goudron, mais ça ne fait pas la maille. On va peut-être aborder d'autres sujets. Alexis Corbière, si le gouvernement engage sa responsabilité, c'est-à-dire utilise le 49.3 pour faire passer le projet de loi de finances de la sécurité sociale demain, il y aura une motion de censure qui sera déposée immédiatement par le nouveau Front populaire. Est-ce que vous, Alexis Corbière, vous appelez les députés RN à voter cette motion de censure déposée par le nouveau Front populaire? J'invite tous ceux qui veulent censurer Michel Barnier de voter. Donc, les députés RN, on va voir s'ils sont dans cette logique ou pas. D'un certain point de vue, ça va être un moment de vérité pour eux.
voyez ce que je veux dire? Je vois bien. Ça ne vous gêne pas? Ça vous gêne pas parce que quand même, si j'ai bien compris, au mois de juillet, vous vouliez faire battre le RN et maintenant vous voudriez que le RN s'associe à votre motion de censure pour faire tomber Michel Barnier. Exprimez-le. Non mais je sais bien que c'est toujours le jeu. La question est de savoir qui s'oppose à Michel Barnier. Voilà, c'est tout. Est-ce que le RN... moi, ça ne me met pas en difficulté. La vraie question, c'est le RN qui est en difficulté. Et il est en difficulté. En l'état, vous les appelez à voter la censure? La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il est imaginable que je fasse un même vote si je dépose une motion de censure qu'avec le RN? Oui. Oui, de la même façon que... Vous nous avez dit au début de cette émission, vous avez évoqué vous-même au début de cette émission le message envoyé par les électeurs du Front républicain, qui était de dire on fait barrage au Rassemblement national, du coup on ne se mêle pas avec le Rassemblement national. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le contraire? C'est-à-dire on ne lui donne pas un protagonisme qui le met en situation de peser sur des politiques publiques. Mais sur des textes, c'est la faute à Barnier, c'est pas la faute à Corbière. Vous pouvez voter avec le Rassemblement national. S'il s'agit de dire non à moins 40 milliards dans les dépenses publiques, non à la suppression de 4000 postes d'enseignants, non à l'augmentation de l'Ondam à l'hôpital public, enfin on pourrait continuer la liste, non à les moins 6 millions dans la ville de Montreuil, et je pense à toutes les villes de France. Ouais, si le Rassemblement national fait un vote qui fait chuter cela, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas m'y opposer. Ça veut dire quoi? Ils défendent les mêmes idées que vous, si on pousse la logique? Vous savez bien que des votes communs, les macronistes et l'extrême droite en font très régulièrement dans l'hémicycle. Mais vous êtes la gauche. Oui, toujours opposé au Rassemblement national. Justement, le problème n'est pas... Mon projet dans le pays n'est pas de faire chuter des gouvernements en vérité. C'est une étape. La question, c'est comment nous arrivons à la responsabilité. Moi, je crois que la question... Déjà, il y a un problème démocratique de fond. Je l'ai un peu évoqué et on essaie d'avancer. Mais tout de même, on a des institutions. Aujourd'hui, la Ve République, pourrissante, avec un président qui a de moins en moins, de légitimité, qui choisit qui il veut pour être Premier ministre. C'est un problème. Qui en tire les conclusions. C'est la Constitution, monsieur Corbière. Oui, mais elle pose problème. Je suis contre cette Constitution. Mais la Constitution dit que c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Non, mais d'accord. C'est pas le Parlement qui choisit le Premier ministre. C'est un problème. Oui, mais vous faites avec un problème. On fait avec la cinquième, monsieur Corbière. Oui, non, la cinquième, elle ne dit pas aussi qu'on choisit le parti, le groupement le plus petit. La cinquième, elle offre la possibilité d'un exercice autoritaire du pouvoir, ce que fait actuellement Emmanuel Macron. Alexis Corbière, parce que je voudrais juste qu'on reste... Non, mais sur la... c'est le sujet. Mais sur la censure, parce que c'est quand même ce qui intéresse les Français à l'aube de cette semaine, je voudrais aussi vous interroger, au-delà du Rassemblement national, sur la position des socialistes. Le gouvernement a fait appel à eux pour ne pas voter cette censure en disant qu'ils étaient irresponsables parce que c'est... un parti de gouvernement avec un ancien président de la République, François Hollande, qui lui-même, cela dit, va voter la censure. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont dans leur rôle alors qu'ils ont en effet été au pouvoir auparavant? Oui. Nous avons un programme, le NFP. Devant les électeurs, il n'y avait pas de socialistes, communistes, insoumis, écolos. Tous on est allés en défendant le programme Nouveau Front Populaire. Il a la page de garde. C'est ça le programme. Et ça va être le fil conducteur de mon propos. Il faut le défendre. Il n'est pas idéal, mais à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu rustique, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et toute tentative de dire faut autre chose, quand on est de gauche, nous fait rentrer dans la turbulence. À partir de là, dans ce programme, il y a des choses claires. Il n'y a pas ce que propose M. Barnier. C'est très concret. C'est de la politique. Il veut ponctionner 40 milliards notamment sur les services publics, etc., etc. Bon, j'ai décrit quelques points, on pourrait continuer. Je ne suis pas d'accord là, je ne suis pas d'accord, donc je m'oppose. Ou alors les électeurs vont me jeter des cailloux et ils auront bien raison. Corbière, ensuite, François Hollande, il a été élu aussi pour défendre une certaine idée, même si ça l'a peut-être un peu irrité, mais il a été élu sur ce mandat. Je préfère un François Hollande qui respecte le programme du Nouveau Front Populaire que le François Hollande de 2012-2017. Il y a une campagne électorale, il y a des résultats, puis ensuite il y a une situation politique. Dans cette situation politique, Boris Vallaud, qui est le patron des députés socialistes, dit si le gouvernement Barnier chute, il faudrait que toutes les forces qui ont constitué le Front républicain au mois de juillet trouve une forme d'accord, de non-censure pour trouver une solution et que la France puisse être gouvernée. Il a été aussitôt accusé de trahison par Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'ai pas ce vocabulaire-là, la trahison. Mais est-ce qu'il a raison, Boris Vallaud? Est-ce qu'il faudra accepter des compromis et se mettre d'accord sur des conditions de non-censure avec la droite, avec les macronistes? Moi, ce que je propose, d'abord, on reste unis. Le NFP, pas de division. Toutes les voies de division m'agacent et sont dangereuses. On va traverser une tempête. Je ne vois pas, je vais essayer de vous dire les choses franchement, je ne vois pas de stabilité politique dans la période qui vient. Il n'y aura aucune solution idéale. Donc ça va turbuler. D'accord? Et ça, c'est la faute à Macron. Dans ce cadre-là, je suis pour que les 191 députés du NFP restent unis et ne commencent pas à se dire on va chercher des hypothétiques alliés. D'abord, on reste unis. Ensuite, oui. Donc je suis ensuite pour qu'Emmanuel Macron se tourne vers nous et propose à l'un d'entre nous de conduire un nouveau gouvernement. Je propose le nom de Lucie Castet, mais voilà. On va y revenir plus largement. On va vraiment développer le cas. Est-ce qu'il faut être capable de se mettre d'accord avec les autres forces de l'échiquier politique hors Rassemblement national pour dire la situation est grave? Si nous composions un gouvernement, on n'est pas obligé d'être bourrin et de passer notre temps à provoquer les uns et les autres pour empêcher d'avancer. Il peut y avoir des sujets
de plan d'urgence de 4-5 mesures dans lesquelles on avance. Aujourd'hui, la gauche a une attitude de bourrin, pour reprendre votre expression? Non, on n'a même pas été en responsabilité. Mais j'ai écouté Lucie Castet qui a dit la même chose que moi. C'est un peu bourrin de commencer à dire tout le programme, rien que le programme, allez vous faire foutre. Ça, c'était la phrase. Ça, c'est pas malin. Mais ça a été dit une fois. D'abord, Bruno, sur les conséquences éventuelles de cette censure la semaine prochaine. Vous n'êtes pas bourrin, je vous entends parler de responsabilité, ce qui change par rapport à quelques autres de vos anciens amis ou amis insoumis. Pouvez-vous nous assurer que la France ne va pas s'enfoncer dans une crise financière si vous ne faites pas un minimum preuve de responsabilité dans cette affaire? La censure, c'est forcément des mauvaises nouvelles pour les Français, qui vont le payer chèrement. On entend ce matin le ministre des Finances dire 370 000 Français vont rentrer dans l'impôt, 370 000 Français supplémentaires vont rentrer dans l'impôt. 380 000 même. Oui, 380 000. C'est des conséquences financières qui vont déjà. Bruno, je dis, attendez, là-dessus. Premièrement, je ne dis pas qu'on ne va pas traverser des moments inquiétants. Et moi, je suis un homme inquiet, que ce soit sur le plan économique et social, comme sur le plan politique. Donc vous dites qu'il va y avoir une crise financière? Non. Mais je dis, non, mais à partir de ce que dit Bruno Jeudi est important parce que les Français, il faut les rassurer. Mécaniquement, le système de l'impôt sur le revenu est calculé de manière mécanique, selon les tranches. Je ne rentre pas dans le détail. Et c'est vrai que sans doute 380 000 personnes qui ne payent pas l'impôt risquent de glisser dans vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est parce que le barème de l'impôt sur le revenu devrait être indexé sur l'inflation. Si ce budget tombe... Le président de la commission des finances, Coquerel, et il a raison, c'est que si le gouvernement et le budget chutent, on va sans doute voter, dans le cadre d'une loi spéciale, reconduire le budget de l'année dernière. Ensuite, il y a un correctif qui peut avoir lieu tout à fait en janvier ou février, qui corrige cet effet de bord et qui n'aura strictement aucune conséquence sur les Français. D'accord? Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, faire croire que les Français vont payer plus d'impôts, ce n'est pas exact. D'accord. Alors, continuons. Première victime d'une censure, ce seront les agriculteurs. Parce que eux, par contre, le gazole non routier, il va augmenter. Le budget, puisque ce serait le budget 2024 qui s'impliquerait. Donc, il n'y aurait pas prolongation du mécanisme de baisse. Qu'est-ce que vous leur dites aux agriculteurs? Vous allez voter la censure et à cause de vous, ils vont payer plus cher leur GNR. Ça, c'est la cuillère de miel dans le baril de goudron. Sur la question des agriculteurs, c'est plus la retraite qui m'intéresse que le fait de baisser la taxe sur le GNR qui, quand même, pose des petits problèmes. Mais sur la question des retraites, qui est d'ailleurs une idée, si je ne dis pas de sottise, qui vient du président communiste André Chassaigne pour revaloriser la retraite des agriculteurs. Mais on pourra y travailler en janvier ou février pour voir dans quelles conditions, notamment, on revalorise vous pouvez travailler dès décembre. Les agriculteurs, Alexis Corbière, disent qu'ils ont besoin de stabilité. Arnaud Rousseau appelle à la stabilité et dit qu'il ne faut pas de censure. S'il y a une force politique qui défend les agriculteurs, contrairement aux idées reçues, c'est le nouveau Front populaire. Nous voulons, nous, leur garantir un revenu minimum et garanti. Nous voulons encadrer toutes les marges que se prend la grande distribution sur leur dos. Nous voulons que cesse cette comédie mais en attendant, ce sont les mesures, en effet, pour les retraites et le GNR qui n'arrive pas à trouver 3 pays pour faire blocage, alors qu'il ne cesse de dire qu'il est contre. Mais moi, j'ai peur du jeu de dupes là-dessus, parce que s'il était contre, soit cet homme ne pèse plus rien au niveau européen, soit on peut bloquer tout de même le traité Mercosur. Les agriculteurs auxquels je pense, et je suis de leur côté, sont actuellement mobilisés contre ce traité, ils ont raison, mais il y a toute une série de faux amis là qui prennent des postures à l'Assemblée nationale qui n'ont strictement rien fichu depuis 2017. Après, sur la question de la revalorisation des retraites des agriculteurs, on va y travailler. Mais je tiens à dire que cette semaine-là, les macronistes ont pourri la niche, c'était la niche FI, pour qu'on puisse revenir sur la réforme des retraites de Macron, qui, elle, concerne 28 millions de Français, qu'on va faire travailler plus longtemps. Donc, je ne voudrais pas quand même que M. Barnier et son budget de misère se transforment dans une défense de la retraite, alors qu'il inflige une baisse des pensions de retraite à 28 millions de Français. Tout de même, il faudrait pas prendre les gens pour des gogos. Vous nous avez dit tout à l'heure, mon objectif, c'est pas de faire chuter les gouvernements, c'est de préparer les conditions du retour de la gauche. Oui. Est-ce que votre vote de la motion de censure, c'est un vote d'opposition à ce budget, ou est-ce que vous voulez vraiment créer cet inconnu politique, on n'est pas obligé de dire chaos, mais cet inconnu en faisant tomber le gouvernement Barnier? Mais si vous voulez, moi je ne sais pas faire autrement. Il y a une suspicion générale qui s'est engagée dans le pays quand on est de gauche, des gens vis-à-vis de la gauche, vous êtes des menteurs, quand vous dites vous avez des belles paroles et puis après vous êtes comme les autres. Si je venais à voter, déjà, en plus je suis contre, mais le budget de Barnier ou à jouer, les gens vont dire, mais enfin là vous êtes en train de nous imposer. Vous savez, les gens, ils regardent le service public, ils voient les conséquences que cela a. Donc il faut être cohérent. Et vous pourriez dire, on est contre le budget, donc on dépose une motion de censure, mais on ne veut pas des voix du Rassemblement national. Mais non, mais d'accord, ça c'est ce que veut M. Barnier, ok, et on laisse passer le budget. Non mais attendez, avec cette histoire de pas de voix du Front National, ça n'a pas de sens. Je suis un opposant.
il y aura une motion de censure et on verra qui sont les vrais opposants, si je puis dire. Et le Rassemblement national votera sans doute notre censure. S'il ne la vote pas, il aidera Barnier à continuer sa politique de malheur. Et on va continuer à parler de tout ça et des conséquences politiques, cette fois, de cette censure et de la démission d'Emmanuel Macron que certains évoquent et souhaitent, comme vous. Par exemple, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. On parlait ensemble de toutes les conséquences, notamment financières, de cette possible censure. On en vient maintenant aux conséquences politique. Si Michel Barnier tombe dès la semaine qui vient, peut-être mercredi ou peut-être jeudi, vous souhaitez, a priori, qu'un Premier ministre de gauche soit nommé. Mais pensez-vous vraiment qu'Emmanuel Macron va choisir un Premier ministre de gauche en ce mois de décembre, alors qu'il ne l'a pas fait il y a quelques mois, précisément parce qu'il disait que ça n'assurait pas la stabilité institutionnelle? Vous me demandez de jouer le rôle d'un psychanalyste vis-à-vis de Macron. Non, je demande, est-ce que c'est réaliste politiquement, pour vous d'avoir un espoir politique de la gauche au pouvoir? Je le crois. Bon, j'espère qu'on a suivi dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Moi, j'insiste sur le fait que pour moi, le NFP est une force à vocation gouvernementale et qu'on avait proposé un budget sur une autre cohérence. On s'est écharpé un peu et c'était bien, mais je veux qu'on ait ça en tête. Moi, mon but n'est pas, je suis pas comme un pétroleur qui est là en train de chercher à aggraver la situation. Il y a un budget qui avait été proposé et qui ensuite a été rejeté dans une alliance pour le coup entre le RN et les macronistes et qui faisait rentrer des recettes, qui même faisait baisser le déficit. D'accord ? Donc on joue le jeu. J'ai cité le président Coquerel qui tient ça d'une main de maître, il y en a d'autres, et le groupe auquel je participe, avec Clémentine Autain, François Ruffin, etc. On est là-dedans. Alors, c'est une manière de vous répondre, c'est-à-dire que on est en situation de pouvoir gouverner. Le NFP est en situation de pouvoir gouverner. Pour quelle raison Emmanuel Macron ne nous a pas choisis? C'est pas parce qu'il a trouvé Madame Castet antipathique. C'est que sur le fond, nous avons quelques conditions, notamment revenir sur la réforme des retraites. Et ça, M. Macron ne veut pas en entendre parler. Alors, je vais même vous dire une chose, sans doute que si M. Cazeneuve n'a pas été choisi, c'est que même M. Cazeneuve, et on connaît mes désaccords avec lui, a dû mettre un minimum de conditions, dont celle-là, et Macron ne veut pas en entendre parler. Mais vous savez aussi qu'il faut pour ça que vous vous entendiez déjà sur un candidat commun. Or, il semble aujourd'hui... À quelle responsabilité ? À l'échéance, si vous souhaitez par exemple un budget avant le 31 décembre, il faut que vous entendiez extrêmement vite, si vous voulez qu'un Premier ministre soit nommé très vite. Qui concerne le nouveau Front populaire ? Qui concerne le nouveau Front populaire. On est d'accord, l'option Lucie Castet n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi on est d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que il suffit de lire la presse du jour. Elle-même, ce matin, dans la Tribune Dimanche, dit peut-être qu'une autre personnalité de gauche sera désignée à ma place et ça ne poserait pas de difficulté. Elle a les mots parfaits. Elle dit, moi, je suis une solution, je ne suis pas un problème. Je suis une solution. S'il y a une autre solution, je prends. Vous entendez vos camarades socialistes? Attendez, ils ont l'air de changer d'avis. Si vous êtes en train de me dire, quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais un homme inquiet, que je vois nombre de difficultés, on peut y passer 4 heures d'émission et toute une journée pour vous dire tous les problèmes que je vois, les paroles que j'entends des uns et des autres de la part du NFP pour m'expliquer qu'il faut qu'on se sépare, qu'on se parle plus, etc. Et je ne suis pas content. Je viens plaider ce matin avec les armes qui sont les miennes pour dire on reste unis, on arrête les conneries, pardon d'expression triviale. Et il y a Lucie Castet qui nous rassemble. S'il y a un autre nom, pourquoi pas? Donc vous, c'est toujours Lucie Castet. Mais je veux dire, si Emmanuel Macron disait c'est un tel au sein du NFP, on prendra un tel. Personne ne va dire ah non, c'est Bernard Cazeneuve, c'est toujours non. Mais le problème de Bernard Cazeneuve, c'est que je vais prendre une métaphore rugbystique. Quand vous cherchez le capitaine d'une équipe de rugby, vous n'allez pas chercher un basketteur. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, M. Cazeneuve? C'est qu'il a dit répéter, 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 qu'il supportait pas le NFP, qu'il voulait pas d'alliance avec 60 députés, notamment 70 députés insoumis. Donc ça marche pas son truc. Je veux dire, c'est pas une affaire personnelle. M. Cazeneuve s'est mis lui-même en situation de ne pas pouvoir être le candidat Premier ministre du NFP. Il supporte pas le NFP. Vous voyez ce que je vous dis? C'est comme si je vous disais, Monsieur Bruno Jeudi, que vous demandez de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs, mais j'arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, politique comme autre chose. Non, mais je vous taquine. Mais j'espère être compris. Le NFP doit, et il aura des difficultés dans le cadre de cet hémicycle, le NFP, et peut-être qu'il sera sanctionné pour la suite. Mais Emmanuel Macron doit donner la possibilité que nous puissions avancer. Sur quelques points, moi, ce que je propose, c'est qu'évidemment, on n'arrive pas en disant c'est nos 600 points, ou sinon, allez vous faire foutre. C'est ce que vous avez fait par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais d'accord, mais il faut le rappeler. Non, mais bon, parce que ça n'a pas j'espère que vous n'avez débat. pas la cruauté de m'inviter pour dire tout ce que je pense de la manière stratégiquement dont Jean-Luc Mélenchon a pris les choses dernièrement. J'ai été fichu dehors de son mouvement après 25 ans de camaraderie, traité de tous les noms, etc. Et pour autant, parce que comme quoi je suis miséricordieux, je pense qu'il faut l'unité de tout le monde, de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise jusqu'au plus sectaire de la France Insoumise, jusqu'à Carole Delga, etc., qui vous voulez.
pour que nous avancions. Parce que la menace, c'est la victoire de l'extrême droite ou 5 ans encore de macronisme déguisé sous je ne sais trop quelle appellation. Ça fait toujours pas une majorité à l'Assemblée. On rappelle qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant le mois de juillet prochain. Est-ce que le problème, c'est le président de la République et comme certains, ce que vous appelez à sa démission? Oui, s'il pouvait partir, ça réglerait un petit problème. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui va avoir lieu? Il ne faut pas non plus que ça serve de prétexte à quelque chose. Vous y croyez à la démission du président de la République? Ce que je crois, c'est qu'on est dans une telle situation de crise et que si, par exemple, Emmanuel Macron venait à dissoudre, il peut le faire à partir du mois de juillet, en septembre, et qu'à nouveau il prend, là encore je vais être familier, une énorme tôle électorale, l'énergie de la colère va finalement beaucoup se porter sur lui et ça va apparaître comme étant celui qui est vraiment le problème. Alors en tout cas, vous ne croyez pas à une démission rapide du président? Pas avant, au mieux, cet été, enfin au mieux, au pire. Je vais le dire autrement, parce que, et je tiens notamment à m'exprimer là-dessus. Est-ce que cette démission est une solution? Il faut que nous préparions, le nouveau Front populaire doit préparer sérieusement la possibilité qu'une élection présidentielle ait lieu avant 2027. Ça, j'y crois. Je vais reparler de Jean-Luc Mélenchon, il a pris la parole vendredi, faire croire que dans les jours qui viennent, Emmanuel Macron va démissionner, je peux me tromper, mais je n'y crois pas. Emmanuel Macron, il prépare l'inauguration de l'ouverture de Notre-Dame, l'entrée de Marc Bloch au Panthéon. Je ne vois pas le bonhomme actuellement en situation, y compris sa psychologie, je le connais très peu. Donc il ne faut pas que ça serve de prétexte que le calendrier soit accéléré à certains pour dire on ne discute plus, je suis candidat, l'unité c'est moi, ralliez-vous à ma candidature. Donc en attendant, c'est un peu plus du temps complexe. perdu en attendant la présidentielle. Ça, c'est Manuel Bompard qui somme le ministre de l'Intérieur de déjà fixer les dates de la présidentielle. Ça m'intéresserait de savoir s'il y avait une présidentielle anticipée, comment on s'y prend, parce que c'est pas secondaire. C'est quoi le calendrier, le financement, les signatures et tout. Mais là, moi, avec mes amis de l'après, on a fait l'association pour la République écologique et sociale, avec Clémentine Autain, Raquel Garrido, Hendrik David, Daniel Simonet, tous ceux qui avons été purgés. Nous, on est un peu les insoumis hérétiques. On continue à porter la pensée insoumise dans le programme. Et donc vous lancez mais l'hérésie que nous avons eue, l'hérésie que nous avons portée... Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet appel? Cet appel, c'est un appel pour une candidature commune, d'accord, du nouveau Front populaire. Et je propose, avec mes amis, une méthode. Est-ce que ça veut dire non à Jean-Luc Mélenchon, cet appel? Non, pas comme ça. Parce que comme ça, c'est bête que quelqu'un qui a fait 22%... Parce que je rappelle que comme ça, c'est que Jean-Luc Mélenchon propose une candidature commune pour 2027, mais sur la base du programme de la France Insoumise. Oui, puis sur la base même de la désignation de la France Insoumise. L'histoire qu'il raconte, personnellement, j'allais rigoler, je ne sais pas si les gens qui suivent étaient en capacité, comme ils connaissent l'histoire. C'est-à-dire que c'est la coordination de la France Insoumise, dont nous avons été exclus avec mes amis il y a 1 an, qui ensuite va dire au groupe parlementaire dont nous avons été chassés il y a quelques semaines, de confirmer la candidature, puis ce sera mis en ligne par les gens qui sont à la France Insoumise. Je rappelle qu'actuellement, il y a des centaines d'insoumis qui sont virés parce qu'ils ont adhéré à mon association. Parce que le débat, en vérité... Pour vous, on élimine Jean-Luc Mélenchon, mauvais candidat pour 2027. Parce que le débat, je ne veux pas être trop long, qui depuis 2022 m'a amené à rompre, ou du moins à être chassé de la France Insoumise, c'est celui-là. C'est celui comment nous préparons une prochaine élection présidentielle avec éventuellement la possibilité que ce ne soit pas la reconduction mécanique de Jean-Luc Mélenchon. Et le reproche que je fais à Jean-Luc, c'est que la stratégie qu'il a choisie depuis 2022, c'était pas la même en 2017-2022, c'est une stratégie qui l'empêche, selon moi, de pouvoir gagner, car il se vit plus comme le chef de la frange la plus radicale de la gauche, plutôt que d'être quelqu'un qui rassemble. Alors comment on fait concrètement? Alors, voilà. Il y a primaire, pas primaire? Alors, d'abord, il y a plusieurs méthodes. Soit la méthode dite castée, c'est-à-dire que les chefs de partis politiques se réunissent et se mettent d'accord. Je ne désespère pas, ça peut être possible. Deuxièmement, si cette méthode venait à bloquer, ceux qui sont des nouveaux fronts populaires peuvent très bien faire le choix d'un candidat. C'est-à-dire qu'on met en place une plateforme, etc. On fait un vote. Ceux qui soutiennent le nouveau Front populaire, c'est pas très compliqué. Ça s'appelle une primaire. Ça peut s'appeler, du moins, une désignation, un grand choix militant. Quelle est la différence avec... Donc dans votre primaire, il peut y avoir François Ruffin, François Hollande, tous ceux qui souhaitent y participer. La différence que je vois avec... Moi, j'ai été très hostile contre les primaires. J'ai même écrit un livre contre les primaires. C'est que quand il s'agissait de mettre dans une primaire Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas le même programme, c'était totalement hypocrite. C'est-à-dire que je vais être honnête. À l'époque, je soutenais Jean-Luc Mélenchon. Si Manuel Valls avait gagné la primaire, je ne l'aurais pas soutenu. Et j'ai la faiblesse de penser que si, comment dirais-je, Mélenchon avait gagné cette primaire, Manuel Valls, logiquement, je ne l'aurais pas là-dessus, ne l'aurait pas soutenu. Aujourd'hui, quelle est la différence? C'est le programme commun. Nous avons fait la NUPES en 2022. Nous avons refait le nouveau Front populaire. Donc ce cadre, à mon avis, permet... Même en 80, ça n'avait pas marché. Hein. Il y avait quand même eu plusieurs candidatures. En 80, le programme commun, il avait été rompu. 72 programmes communs, il est rompu vers 76-77. Mais François Mitterrand gagne, justement, parce qu'il donne l'impression d'être celui qui continue la dynamique du programme commun. L'union reste un combat. Une désignation militante, pas forcément une primaire ou donc qui c'est qui incarne l'unité du nouveau Front populaire? Qui incarne? Alors moi, je peux mettre des noms. J'ai évoqué donnez-les-nous. Quand je vois les études d'opinion autour de François Ruffin,
Pourquoi pas? C'est un personnage qui, dans les études d'opinion, dans l'électorat socialiste, écolo, communiste, et même chez les Insoumis, qui est pas mal. J'ai cité mon amie Clémentine Autain, c'est une femme qui a porté l'unité très souvent. J'ai cité Lucie Castet. Je veux dire... Et vous-même, non? Non, mais bon, ouais, Marine Tondelier. Mais elle signe avec Lucie Castet l'appel. Marine Tondelier, j'aime beaucoup. Une candidature pourquoi commune. pas? Je pense, pour la connaître, que c'est pas ce sur quoi elle travaille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut en donner des noms. Moi, je vous ai donné mes noms de cœur, si je puis dire. Et pas seulement mes noms de cœur, des gens qui, je pense, incarnent l'unité et le programme de rupture. Parce qu'il y a deux écoles de l'unité actuellement. Il y a ceux qui disent « faut l'unité, mais sur un timbre-poste ». En gros, on se rassemble, on n'a pas de contenu. Ça perd, parce que les gens en ont ras-le-bol. Après, il y a ceux qui disent « d'abord la radicalité, puis si l'unité suit, tant mieux, si elle ne suit pas, je m'en fous ». Sous-entendu, Alexis Corbière, ce que j'entends de la part de Mélenchon, on va désigner notre candidat, et puis on va aller voir les autres. Ça vous intéresse? Il fait une offre, il appelle ça fédérative. Honnêtement, elle est plus hâtive que fédérative. C'est en gros de dire « c'est le calendrier précipité, suivez-moi, et puis si vous n'êtes pas d'accord, on division ». J'ai une question pour vous de Philippe, qui nous regarde et qui, justement, en vous entendant parler de Jean-Luc Mélenchon, vous demande « Pensez-vous, Alexis Corbière, que la posture autoritaire et les déclarations controversées de Jean-Luc Mélenchon nuisent à la crédibilité et à l'unité du nouveau Front populaire ?» Il s'appelle comment, notre ami? Philippe, si vous me suivez, j'ai 26 ans de camaraderie avec Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai été traité comme un malpropre. Pour autant, par Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, je suis pour l'unité avec ce que représente la France insoumise. Avec Jean-Luc Mélenchon, il doit aider à la suite. Sa mission historique, Jean-Luc, si tu m'écoutes, c'est tout ton talent. Tu dois mettre au service qu'il y ait une candidature qui nous rassemble. Ça peut même être quelqu'un de la famille insoumise. Ça peut, mais vous trouvez qu'ils aident beaucoup, là? Si je fais la liste, la publication de liste de députés qui ne veulent pas abroger la réforme des retraites, la proposition de loi de supprimer le délit d'apologie du terrorisme, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous trouvez qu'ils aident beaucoup, les insoumis? Concernant ce sujet, vous savez, on disait qu'il y avait des alchimistes au Moyen-Âge qui prenaient du plomb et qui en faisaient de l'or. Là, c'est plutôt l'anti-alchimiste, celui qui a fait le choix de ce texte sur l'apologie, c'est-à-dire d'une idée qui est un vrai sujet. Un vrai sujet, que le texte qui lutte contre l'apologie du terrorisme rate souvent sa cible. C'est un vrai sujet. Il faudrait une réécriture pour le rendre plus efficace. Il faut lutter contre l'apologie du terrorisme. Bon, mais là, le texte est fait. Tout à l'heure, j'ai dit le mot de bourrin, je ne vais pas le répéter chaque fois. La faute à qui cette ambiance pourrie, comme dit Jean-Luc Mélenchon? Qu'il y ait une stratégie au sein, notamment du NFP, menée par les plus, parfois, ultra de la France insoumise et les plus sectaires qui m'insultent tous les 4 matins, pour trouver des textes provocateurs, pour sitôt que le texte est publié, évidemment, le PS se met à hurler, etc. Et on passe une semaine à discuter combien on se déteste, alors qu'on aurait pu être rassemblés, notamment... Vous diriez, Alexis Corbière, que l'ambiance est pourrie? Non, ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes comme moi, tout ça, c'est l'occasion, et c'est pour ça que je suis content d'être sur votre plateau, et je vais en faire d'autres, c'est qu'il faut dire tout ça. Ce qu'attendent les Français, c'est qu'on soit regroupés autour de questions centrales. Il y a des plans de licenciement qui tombent, 200 000 emplois qui vont partir dans le décor. Il y a des scandales, la famille Muliez qui va s'attribuer 1 milliard d'euros en supprimant... Alexis Corbière, mais juste pour finir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et en parlant des retraites, Alexis Corbière, c'est intéressant. Pour parler justement de cette... Donc il faut l'union, et vous m'avez entendu, moi, soit... C'est la méthode, les chefs se mettent d'accord, soit on donne la parole à ceux qui soutiennent le nouveau Front populaire. On vous a entendu sur l'union. Toute tentative, soit autoritaire, en disant c'est moi qui ai choisi, soit type Hollande, je suis de retour, c'est normal qu'il y ait plusieurs candidats, nous amène à la défaite. Et la défaite aujourd'hui, c'est la victoire du RN. Un appel à l'unité pour 2027. Sur une méthode, et sur un contenu, sur un programme, celui du NFP. Que vous nous avez en effet montré. On parlait de Jean-Luc Mélenchon et on parlait de ce que souhaite la gauche. Il y a eu, ces jours passés, c'était jeudi à l'Assemblée nationale, l'examen d'une proposition de loi de la gauche pour abroger la réforme des retraites. Et puis, comme les députés du socle commun étaient contre, ils ont déposé beaucoup d'amendements et ça n'a pas pu être voté à temps. Est-ce que pour vous, la bataille est perdue mais pas la guerre, ou est-ce qu'il faut reporter ça au calendrier grec et cette abrogation des retraites n'aura finalement jamais lieu? Alors, il faut faire en sorte qu'elle ait lieu. Et l'engagement que je prends, et avec tous mes amis, c'est que le programme que nous porterons, ce sera de revenir sur cette réforme des retraites que je trouve injuste. Elle va faire basculer, je crois, 280 000 personnes sous les minima sociaux. Est-ce que vous pouvez juste nous dire comment? Parce que quand on lisait la proposition de loi, la réforme Borne était abrogée, la réforme Touraine était abrogée,
et comment toute cette affaire a été financée en augmentant les prix du tabac. Est-ce que c'est bien sérieux? Non, mais augmenter les prix du tabac, il faut gager, d'accord? Pour que le texte, ça c'est les combines de l'Assemblée nationale, vous présentez un texte, vous devez expliquer comment... Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé d'autres pistes financement? Non, mais ça veut dire que dans le cadre d'une seule journée d'initiative parlementaire où le débat est extrêmement biaisé, on fait avec les moyens. Mais évidemment, c'est pas sérieux, ça coûte 15 milliards d'abroger la réforme des retraites. Non, mais ça va coûter fort cher. Mais vous savez, de l'argent, on peut en trouver. Je vous rappelle qu'on avait trouvé des recettes. Mais ça, c'est sur tous les textes, on gage comme ça. Il y a d'autres sources de financement. On peut, par exemple, demander à ce que la cotisation patronale soit plus élevée. On peut trouver... Mais ça va coûter fort cher, vous savez. Vous me le prenez sur cet aspect-là. Et ce que nous disait le Conseil d'orientation des retraites. Vous savez, le problème, c'est le taux d'employabilité des seniors au-dessus de 55 ans est extrêmement bas. Extrêmement bas. Augmente. Si on fait basculer, si on faisait augmenter de 10 points, je vais le dire en positif, de 10 points, l'emploi de ceux qui ont plus de 55 ans, si on en met 10% de plus au travail, on finance à hauteur de 2032. Le problème, c'est aussi le nombre de gens qui cotisent. Et moi, ce que je trouve terrible... Tout le monde est d'accord là-dessus. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'il y a 200 000 emplois qui vont partir dans le décor et qu'il n'y a pas de loi qui interdit les licenciements. En particulier dans des groupes qui font du profit. Vous m'avez arrêté dans ma lignée sur la famille Muliez. La famille Muliez, tout le monde connaît Decathlon. C'est très sympa, hein, et j'aime beaucoup ce magasin. Mais là, ils vont ponctionner 1 milliard de dividendes pour l'AFM, l'association de la famille Mulier. 1 milliard d'euros dans leur poche, alors qu'ils licencient 2400 personnes à Auchan. C'est proprement scandaleux. Donc, soit vous vous en prenez à une autre répartition des richesses. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui s'enrichissent, mais de manière aussi insolente, ça devient dingue. Monsieur Bernard Arnault a une fortune équivalente, je regardais hier soir, si quelqu'un était payé au SMIC et mettait tout son salaire sans épargne dans une caisse, il faudrait qu'il travaille pendant 12 millions d'années pour pouvoir avoir la même fortune que Bernard Arnault. Ça, c'est le monde de 2024. On peut interdire les licenciements? Oui, les licenciements boursiers, oui. Dans des groupes qui font des profits, je suis pour qu'on ne puisse pas reverser des dividendes à ses actionnaires en même temps qu'on licencie des gens. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec passion? C'est que ce qui coûte cher aussi aux finances publiques, c'est quand vous avez des gens cassés, qui basculent sous les seuils de pauvreté, qui développent plus de maladies, tout ça nous coûte fort cher. Le bonheur, non seulement c'est bien, parce qu'on veut tous le bonheur collectif, mais parce que c'est bien pour la société, une société d'inégalité. Quand on repousse l'âge de la retraite, en vérité, si on se parle vraiment, on sait bien que les gens ne vont pas aller jusqu'à la totalité de leur trimestre, donc ils auront des petites pensions. Donc ce bonheur partagé, ça va être la ligne de conduite. Alors, après, il s'est passé un autre scandale à l'occasion de cette journée jeudi, c'est que si on ne peut plus voter sur le budget parce qu'on se prend un 49-3, si lorsqu'on met dans le cadre d'une journée d'initiative parlementaire, vous avez une pluie, 700 amendements... C'est ce que vous aviez fait il y a un an pour bloquer la réforme des retraites de Mme Borne. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, M. Corbière. Oui, mais Bruno, je dis, c'est pas la même chose à l'occasion d'un débat parlementaire qui prend plusieurs semaines d'utiliser des amendements pour que la discussion ralentisse quand vous avez 3,5 millions de personnes dans la rue et des études d'opinion qui disent que 90% des gens qui travaillent sont contre la réforme des retraites, qu'à l'occasion d'une journée d'initiative parlementaire, je vais être un peu technique, ça commence à 9h, ça finit à minuit, et à minuit, quoi qu'il arrive, c'est comme dans le conte de Cendrillon. Le carrosse se transforme en citrouille et c'est terminé. Et alors, si vous déposez 700 amendements, ce que vous dites, c'est fini. Donc, il n'y a plus de possibilité, j'espère que les Français me comprennent, d'initiative parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que cette instance, et moi qui suis issu d'un milieu populaire, j'ai été très fier d'avoir été élu député. Mais je vais vous dire, après quelques années, c'est un théâtre. Il ne s'y passe plus rien. Et ça, quand j'ai évoqué le pourrissement... À qui la faute Emmanuel Macron, il y a cet exercice autoritaire. Non, je pense que c'est un des éléments... le mandat précédent, mais vous pouvez faire la liste de tous les reproches des Insoumis. Mais le fond du problème, c'est que c'est pas les Insoumis qui déclenchent des 49.3 pour imposer une réforme des retraites. C'est pas les Insoumis qui imposent notamment un choix baroque de Premier ministre. Vous savez, j'ai fait mon quart d'heure où j'ai dit clairement, et on voit bien, si des gens qui rejoindront l'après, que je suis un homme d'unité, que j'en ai ras-le-bol du sectarisme, parce que j'ai pas envie que ce pays bascule dans le néant ou dans la victoire de l'extrême droite. Pour autant, ne faisons pas des faux procès. L'autoritarisme de Macron utilise à plein la Ve République est un problème. Il faut passer à la 6e, un régime plus parlementaire et qui respecte véritablement le vote. Ça n'offre pas le meilleur des visages, le régime parlementaire. Est-ce que la vraie priorité aujourd'hui, au lieu de s'écharper sur des procédures à l'Assemblée ou la censure, ça n'est pas la situation économique en ce moment de la France, du tissu industriel et tous ces plans sociaux qui ont lieu? On pense à Arcelor, à Michelin, à Auchan. Est-ce que l'année qui s'ouvre
vous inquiète beaucoup. Vous Bien pensez, sûr. comme Sophie Binet, Bien qu'on sûr, va bien vers sûr. des destructions de Bien sûr, dizaines non, mais- de milliers d'emplois industriels? Moi, j'ai une grande inquiétude. 200 000 emplois, nous dit la CGT, j'ai tendance à les croire. Quel échec pour la théorie du ruissellement, le fait qu'on allait être pro-business, c'était quoi tous les mots en anglais? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On en est là. Que la théorie, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui consiste à baisser notamment beaucoup de cotisations, à dépenser de l'argent public pour les groupes. Ça a plutôt marché pendant des années. Vous ne croyez pas justement la preuve, qu'à partir du moment où on charge un peu plus la barque, vous avez le sentiment que ça a marché des impôts des entreprises et qu'il n'y a plus de visibilité pour les entreprises, ça crée justement un arrêt des investissements? Vous pensez vraiment que là, les plans de licenciement, c'est dû au fait que le nouveau Front populaire est arrivé en tête aux élections et qu'il n'y a pas de Non, mais la visibilité? dissolution n'a pas aidé. Parlons au Mozart de la les finance, c'est plutôt augmentations le promises tocard de la finance, c'est pas ma faute. augmentations d'impôts promises tout l'été, ça n'a pas aidé. Non, mais vous plaisantez. Non. Aucun économiste sérieux ne considère que ces vagues de licenciements ne sont dues à ça. Le problème, c'est qu'on reste dans une société de libre-échange, de délocalisation possible et de possibilités. Vous m'avez dit, est-ce que c'est vraiment possible? Légalement, je le crois, mais moralement, il le faudrait. Moi, je n'accepte pas une société, j'ai évoqué la famille Muliez, où vous prenez 1 milliard d'euros accessoirement créés par ceux qui travaillent, et les gens qui sont là et qui nous donnent nos petits shorts et nos chaussettes quand on va chez Decathlon, la famille se le met dans la poche, pendant que le même groupe, à Auchan, va supprimer 2400 emplois. Mais c'est quoi cette société? Alexis Corbière, c'est quoi? On trouve ça banal, et on va même dire qu'après tout, moi je n'accepte pas. En plus, je sais que c'est partagé par tout le monde. Alexis Le problème, c'est Corbière. qu'est-ce qu'on fait? Une dernière Je vous en question, prie. parce qu'on en revient à tout ce qu'on s'est dit depuis le début sur cette semaine cruciale et la censure peut-être pour Michel Barnier. J'ai pas bien compris à la fin des fins ce que vous pensiez qu'il allait se passer là très clairement dans les prochains jours. Si Michel Barnier tombe, c'est quoi la suite? Si Michel Barnier tombe, Emmanuel Macron doit redemander à quelqu'un de composer un gouvernement. Je l'invite à regarder le résultat des élections de juin. Le regroupement cohérent le plus important s'appelle le nouveau Front populaire. De choisir au sein du nouveau Front populaire ou de la famille du nouveau Front populaire quelqu'un pour être un Premier ministre. Et à partir du moment où on se mettra au travail, cette équipe se mettra au travail. Et sera capable de passer des compromis avec les macronistes, éventuellement avec la droite? On verra. Évidemment, moi, ce que je propose comme méthode, et il faut écouter quand notamment Lucie Castet ou d'autres, c'est qu'on peut avancer sur des sujets précis et de trouver des points d'alliance. Tout à l'heure, je vous ai évoqué que dans le débat budgétaire, on a réussi à faire passer plein de choses. La taxe Zuckman, On verra, la taxe sur les Alexis super Corbière, profits. quel est le choix, le cas c'est échéant, possible. d'Emmanuel Et Macron. peut-être que, mais